Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Daniel Warin. Daniel, comment vas-tu? Très bien, Kevin, merci. Déjà, merci pour l'invitation. Merci à toi de nous accorder du temps sur After Fight. J'aimerais que tu te présentes pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore. Alors, donc, je m'appelle Daniel Voirin, j'ai 53 ans, j'ai deux enfants, je suis coach de MMA, ouais, français, j'habite à Paris pour l'instant, ça fait 5 ans que je suis revenu en France. Voilà, quoi. Donc, tu es entraîneur, tu as commencé à entraîner il y a combien de temps? Alors, donc, j'ai commencé à entraîner il y a plus de 20 ans, mais avant ça, j'étais combattant de Muay Thai. Et j'ai commencé, en fait, ma carrière de coach, entre guillemets, a commencé dans les écoles. En fait, j'étais éducateur sportif, où j'ai travaillé à peu près 8 ans dans les écoles, comme prof de sport, où j'ai développé à l'époque l'activité pied-point. Ça, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur parce que à l'époque, ça n'existait pas trop et ça faisait partie du temps scolaire, comme les maths, l'histoire. Sauf que moi, j'avais développé l'activité pied-point. Je travaillais donc avec des institutrices. On a mis ça en place dans les écoles. J'avais eu l'agrément de l'éducation nationale. Donc, c'était vraiment un gros truc à l'époque. Et ensuite, j'ai été coach de l'équipe de France de Muay Thai pendant à peu près un an et demi, 2 ans. Et suite à ça, je suis parti au Brésil où je suis devenu avec le temps coach de striking MMA, on va dire, hein, plus axé en pied-point pour les combattants de MMA, où j'ai entraîné des grandes stars brésiliennes. Bon, ça a mis du temps, hein, tout ça. Suite à ça, j'ai eu un contrat de travail aux États-Unis, en Californie, où je suis resté 7 ans. Et pareil, où j'étais coach de MMA. Et là, ça fait à peu près 5 ans que je suis retourné en France. En gros, j'ai passé 15 ans à l'étranger, quoi. Voilà. Pourquoi être parti à l'étranger pour exercer le sport et ne pas être resté en France? Alors, en fait, je suis pas parti à l'étranger pour spécialement le sport. Je suis parti m'installer au Brésil parce que ma femme est brésilienne. C'était plus pour un choix de vie, quoi. J'aime bien le soleil et on sait que la région parisienne, le soleil, c'est rare, hein. Si on habite le sud, ça va, mais donc Paris. Et puis je voulais voir autre chose, hein. On n'a qu'une vie, donc je suis parti au Brésil, à Rio de Janeiro exactement, où j'ai passé 8 ans et franchement, je regrette pas du tout en fait, hein. Mais il n'y avait rien de planifié en termes de coaching. Il n'y avait rien de planifié en fait. J'ai cherché du boulot, donc j'ai fait ce que je savais mieux le faire, c'est-à-dire coach. J'ai commencé à faire du porte-à-porte, hein, frapper à droite à gauche, essayer de trouver du boulot à la base et voilà quoi. Ça s'est enchaîné, mais bon, ça a mis du temps quand même, hein. Tu as aussi dit que tu avais eu justement une carrière de combattant Oui, alors j'ai eu une en Muay carrière Thai. de combattant en Muay Thai. Ouais, ouais, j'ai commencé le Muay Thai à l'âge de 13 ans. Mon premier combat, je l'avais fait à Nanterre à l'époque, gymnase des provinces françaises, à 15 ans. À l'époque, c'était sans protection, hein. C'était des règles déjà professionnelles. J'ai plus d'une vingtaine de combats. Et suite, j'ai combattu à haut niveau, hein, en Muay Thai, hein. Et suite à un grave accident où en combattant, je m'étais fracturé le tibia contre un champion du monde de Muay Thai à l'époque. Ça a mis un gros frein à ma carrière. En fait, c'était un combat très important qui permettait justement de. C'était un tremplin, hein, qui allait m'ouvrir des portes. Sauf que je suis resté 2 ans arrêté à cause de cette fracture du tibia. J'ai repris quelques combats derrière, mais ensuite, la motivation n'était plus là. Donc, je me suis orienté vers le coaching. Au Brésil, est-ce que c'est pas dur de s'installer en tant qu'entraîneur en sachant que justement là-bas, la culture des sports, c'est plutôt le JJB? Ben, exactement. En fait, déjà, quand tu pars dans un pays étranger, tu as toute une théorie dans ta tête, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Quand tu arrives sur place, c'est complètement différent, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, il y a la barrière de la langue, la culture n'est pas la même. Il faut faire son nom, donc c'est encore plus dur parce que bon, tu es quand même étranger. Donc pour rentrer dans le cursus brésilien, pour rentrer dans les équipes brésiliennes, c'est très dur, hein. J'ai énormément galéré.
C'était très dur, hein. Franchement, j'ai pris beaucoup de claques entre guillemets, mais j'ai pas lâché quoi. Il faut pas lâcher quoi. C'est-à-dire qu'il faut être persévérant, il faut croire en soi, mais rien n'est facile hein, de toute façon dans la vie. Donc, mais c'est vrai que quand on va à l'étranger, c'est beaucoup plus dur. Mais ça permet ce qui est bien, ça permet d'être plus fort après. Quand tu as des épreuves, tu es plus solide mentalement. Les premiers combattants que tu as coachés et que tu as amenés sur le haut niveau, est-ce que tu pourrais nous citer des noms? Alors, le premier combattant que j'ai coaché, en fait, c'était un petit jeune qui s'appelle Paulo Rambin, qui a fait énormément de combats. Qui a une gym maintenant au Brésil, qui est connu, hein, mais qui n'a pas percé internationalement. Mais lui, c'était mon premier combattant. Mais la première star que j'ai approchée, c'était Ricardo Arona. Il n'y en a pas beaucoup qui le savent, ça, parce qu'en fait, à l'époque, il n'y avait pas trop de photos, il n'y avait pas trop de... Et j'entraînais Arona, j'avais préparé Arona pour son combat contre Sakuraba, hein, pour ceux qui connaissent à l'époque, au Pride. Et c'était la grosse star que j'avais entraînée. Mais je l'ai pas ramené à haut niveau, il était déjà à haut niveau. Donc je lui ai juste fait son camp d'entraînement. C'était vraiment lui la superstar. Suite à ça, après, j'ai entraîné pas mal de jeunes de favela, hein. D'ailleurs, une équipe qui est très connue, qui s'appelle la Rénovation Fight Team, qui est connue en France, à la Lota Livrée. Mais à la base, c'est moi qui ai commencé à les faire connaître en France, en fait. Parce que je les ai entraînés. D'ailleurs, je suis sorti sur une revue Karaté Bushido à l'époque. Je les ai entraînés quand même pas mal d'années. Et j'ai fait monter énormément de gars de cette équipe. J'entraînais même à l'époque Luciano Azevedo qui avait battu justement José Aldo au Jungle Fight. La première défaite de José Aldo, il s'était fait soumettre par Luciano Azevedo que j'entraînais à l'époque. Et c'était ma première équipe professionnelle de l'ARFT. Est-ce que, est-ce que en termes d'objectifs à cette époque, toi, c'était vraiment de prendre des combattants pas connus et les amener justement à un niveau assez important ou vraiment c'était d'avoir déjà des gros noms? Non, en fait, déjà, c'était de travailler hein, dans mon domaine, hein, essayer de vivre de ma passion, ce qui était très dur, sachant que le MMA, il n'y a pas grand-chose, hein. On le voit même maintenant, hein, financièrement, c'est très dur, surtout pour des coachs qui arrivent sur le circuit, c'est compliqué même pour les fighters. Non, non, à la base, j'avais pas assez d'expérience pour former quelqu'un de zéro, en fait. Maintenant, je l'ai hein, avec les années, mais à l'époque, c'était plus ma partie de striking qui a fait la différence avec les superstars de MMA. C'est-à-dire que j'ai commencé à avoir des gros résultats justement avec cette équipe, la RFT. J'ai commencé à me faire connaître dans le milieu du MMA brésilien, mais le milieu du MMA brésilien au Brésil, pas internationalement, parce que c'est différent. Les superstars ne me connaissaient pas, mais j'avais commencé à avoir un grand nom parce qu'on gagnait beaucoup avec des KO. J'avais mis en place des stratégies qui fonctionnaient bien et mes athlètes ont gagné pas mal. Donc, ce qui fait que je me suis fait un nom assez fort. C'est grâce à ça que j'ai réussi à signer dans les grosses écuries après et être approché par en premier Lyoto Machida et après Anderson Silva et voilà quoi. Tu parlais justement du Pride, tu as connu donc le Pride à l'époque, ainsi que la transition vers l'UFC. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce changement, parce que tu as connu du coup de l'ancienne époque et la nouvelle génération? Disons que le Pride, j'ai connu, je suis jamais allé au Pride. Je suis allé 3 fois au Japon, où je suis allé au Dream avec André Galvan, j'ai fait le Sangoku avec Minotaur, et j'ai fait aussi un autre show qui s'appelait le Mars avec Chocolatch, combattant de la RFT. Mais bon, à l'époque, il y avait quand même le Pride. Ce que je pense, c'est que c'est complètement différent de l'UFC, hein. Déjà, on voit les Japonais. Euh, les Japonais, ils sont beaucoup plus, et déjà c'est un public beaucoup plus discret, hein, ça c'était marrant hein, par rapport aux États-Unis. Vous voyez l'ambiance américaine, l'ambiance japonaise, ça n'a rien à voir. Par exemple, vous allez sur les combats japonais, il n'y a pas de bruit. Ça m'avait toujours surpris, alors que vous allez sur les UFC, c'est énormément bruyant. Les gens, ils sont agités sur les combats. Mais qu'est-ce que je peux dire? Je pense que le Pride, je pense que
il y avait une sacrée concurrence à l'époque, hein. C'est-à-dire que, en plus, on avait le droit aux reprises de volée, c'est-à-dire les pénaltys. Les règles étaient différentes, étaient un petit peu plus violentes. C'était sur un ring, pas trop sur une cage. Donc, ouais, c'était notre époque. Mais chaque époque a ses difficultés. Je dirais pas que c'est plusieurs maintenant ou plus facile. Chaque époque a ses difficultés. Et par contre, ce qui était intéressant au Pride, c'est que des combattants comme Vanderlei Silva ont mis en avant l'efficacité du Muay Thai. En fait, grâce à des combattants comme ça, j'ai réussi à pouvoir me vendre dans les grosses équipes. Parce qu'au Brésil, l'importance du Muay Thai, du pied-point surtout, mais même du Muay Thai, était très, très imprégnée dans la culture brésilienne. C'est-à-dire que si tu avais un bon niveau de Muay Thai, tu étais recherché par beaucoup de combattants, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas trop au Brésil. Il faut savoir que moi, à Rio, j'ai quand même amené énormément de choses. J'ai entraîné énormément de monde, donc j'ai laissé une empreinte au Brésil. Grâce justement à ces combattants du Pride comme Vanderlei, ça a permis de mettre en lumière l'efficacité du striking en MMA, quoi. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de l'évolution du MMA? Je parle en tant que coach. Le sport a évolué aujourd'hui. On a des combattants qui sont vraiment complets dans tous les domaines. Est-ce que tu as dû en cours de temps réadapter ton coaching ou pour toi, il est resté toujours le même depuis des années? Non, non, mon coaching a énormément évolué, c'est-à-dire que avec le temps, l'expérience, de toute façon, il n'y a que le temps et l'expérience qui permet d'évoluer. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas dans les livres, hein. Les livres, c'est très important, bien sûr. La théorie a toujours été importante, mais pas l'expérience, c'est l'expérience. Et on voit avec le temps les erreurs qu'on a fait et on essaie de se perfectionner. C'est pour ça que je te disais au début, j'avais pas le niveau de prendre quelqu'un de zéro et par exemple, pour faire la transition, hein, comme Benoît Saint-Denis, que j'ai pris de zéro, quoi, que j'ai formé de A à Z, même si ma spécialité n'est pas le sol, n'est pas la lutte, tous les mécanismes pour faire monter quelqu'un au plus haut niveau. La preuve, hein. Benoît, je l'ai pris de zéro en 2 ans et demi, il a l'UFC. On peut voir qu'en France, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça. Je crois même que je suis l'un des seuls coachs, sachant qu'il y a des gens qui attendent 10 ans pour aller à l'UFC, quoi. Et encore, j'ai d'autres gars qui commencent à monter parce qu'en fait, j'ai l'expérience. Je sais quelle erreur ne pas faire et voilà, quoi. C'est le temps qui a fait que on évolue dans ces entraînements. Mais bien sûr, non, non, il faut pas. Mais par contre, il faut pas non plus une chose importante parce qu'on voit souvent des gens des fois qui dénigrent un peu les gens qui sont un peu old school. Mais la vieille école, ça fonctionne toujours, hein, faut pas oublier, hein. C'est-à-dire qu'on évolue dans nos entraînements, mais les fondamentaux sont là. C'est-à-dire que les fondamentaux, il faut les répéter sans arrêt. Ça sert à rien d'inventer des trucs, hein. Le combat, c'est le combat, quoi. Donc, parce qu'on voit beaucoup de gens qui parlent, qui aiment bien donner leur science, mais en fait, qui n'ont pas fait grand-chose, hein. J'imagine que t'as dû coacher énormément de combattants et notamment tu parlais des champions comme Lyoto Machida, Anderson Silva. Aujourd'hui, qu'est-ce qui différencie justement les grands champions des combattants qui ne sont pas champions? Bah, le champion, c'est un être à part, hein. Le champion, c'est un être à part. Quand vous entraînez des gars comme Anderson Silva ou même ouais, Machida, même Dan Anderson, hein, des gens déjà qui ont des qualités physiques incroyables, des qualités mentales et aussi techniques, hein, hors normes. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment à part, hein. On peut pas être champion pendant des années et être une personne lambda. C'est-à-dire qu'ils sont au-dessus. Tout ce qu'on leur montre, ils le captent tout de suite. Ils s'entraînent dur, ils sont durs au mal et puis enfin, ils ont du génie, quoi. Euh, pour citer par exemple la première fois que j'avais travaillé avec Anderson Silva, c'est son premier combat. J'avais travaillé un peu avant quand il avait combattu avec Dan, mais je voyageais pas avec. La première fois que j'ai voyagé avec lui, c'est quand il avait combattu James Servine à l'époque. C'était à Las Vegas, hein, il avait combattu à l'UFC et il l'a mis KO avec une technique que j'ai montrée. Et cette technique, il a réussi à la mettre en place en combat et KO'ter le gars, quoi. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui fait ça. Et je me rappelle, il absorbe tout, c'est-à-dire que ça va vite dans sa tête. Et pouvoir le faire en combat, c'est incroyable. D'ailleurs, cette technique, c'est ça qui m'a rendu très connu au Brésil parce que j'avais été pas mal
on va dire, j'avais été pas mal de gens avaient rigolé sur moi quand je la montrais, ils y croyaient pas trop. Et en fait, quand Anderson l'a fait et a KO'té le gars, ça a mis tout le monde d'accord. Donc ça m'a permis d'avoir une certaine notoriété. Mais bon, pour en revenir à ta question, c'est vrai que les combattants les champions, ils ont quelque chose de plus, hein. C'est tout, c'est comme ça, quoi. On parle beaucoup aujourd'hui de Fight IQ. Quel est le combattant qui t'a le plus impressionné dans ta carrière de coach? Le plus qui m'a impressionné, c'est dur, hein. Que j'ai entraîné, tu veux dire? Ouais, ouais, ouais. Ben, il y a déjà, Dan Anderson m'a beaucoup impressionné. Même Anderson Silva. Mais Dan, surtout quand il a mis KO Fedor, les gars qui prenaient, ils choisissaient personne. Lui, il m'a vraiment, il a un mental d'acier. Et pour en revenir avec ouais, le Fight IQ, ça, c'est encore des paroles. Ça, c'est voilà, l'intelligence de combat. On invente des termes comme ça. Des fois, je trouve ça un peu insupportable. Fight IQ, ça veut rien dire, hein, en fait. On l'a vu bah, d'ailleurs, le combat, quand on parlait de Gann contre Ngannou, Gann, ouais, au niveau IQ, c'était le top. On a vu contre Ngannou, il n'a pas fait grand-chose, quoi. Il s'est pris un vieux takedown des familles et voilà, il s'est fait contrôler et Ngannou a gagné le combat. Donc voilà, quoi. C'est des termes. Moi, je suis un peu, c'est vrai, de l'ancienne école, donc ça me fait rire, quoi. Le combat, c'est le combat, quoi. Mais une chose est sûre, c'est que, ouais, Dan et Anderson Silva, ces deux combattants, ils sont vraiment à part. Pour parler de Anderson Silva, j'ai vu qu'il a fait une transition aujourd'hui. Il combat toujours en boxe anglaise. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette transition qu'il a faite? Mais en fait, il a raison, hein, il fait la transition parce que déjà financièrement, c'est intéressant, hein, parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il faut savoir que ces combattants, ils ont un niveau de vie très élevé et quand tu arrêtes ta carrière de combattant, si tu n'as pas bien géré ton argent, ben, c'est très compliqué. Et tu peux pas tu peux pas avoir le même niveau de vie et on sait très bien qu'ils veulent pas redescendre. Donc ça dépend comment il s'est débrouillé, mais je pense que c'est plus financier. Parce que vu l'âge il a eu des bonnes propositions, ça reste Anderson Silva, et je pense qu'il a eu raison. Et en plus, il s'est bien débrouillé quand même, hein. Il a battu un champion d'anglaise qui était Chavez. Donc non, franchement bien. Moi, je trouve ça bien. Je pense que tu es le mieux placé pour répondre à cette question. Quand on voit Israël Adesanya, est-ce qu'il te rappelle Anderson Silva dans son style ou pas du tout? Non, non, il me rappelle pas Anderson Silva. Parce que Adesanya, il prend beaucoup de coups. Anderson, il prenait pas de coups comme Adesanya. Anderson, il a commencé à prendre des coups à la fin. Parce qu'il a vieilli, donc il a pas les mêmes réflexes. Donc, mais Anderson, il prenait presque pas de coups, hein. Il était beaucoup plus expéditif. Maintenant, Adesanya, c'est un sacré combattant. D'ailleurs, il a une grosse carrière en pied-point. Mais non, non, il est en dessous d'Anderson. Pour parler du combattant français que tu coaches actuellement, Benoît Saint-Denis, est-ce que ça a été une approche de toi de le faire monter ou c'est lui qui est venu te contacter pour pour se faire entraîner par toi? Comment s'est passée la collaboration entre vous deux? Et aujourd'hui, on voit vraiment qu'il y a une alchimie entre vous deux qui s'installe aussi dans l'octogone. Est-ce que tu peux nous parler de votre collaboration? Alors en fait, avec Benoît Saint-Denis, ce qui s'est passé, c'est que j'avais créé à l'époque, quand je travaillais au Venom Training Camp, j'ai voulu créer une team professionnelle. Parce que j'ai été embauché à Venom à l'époque pour, pour donner des cours commerciaux. Mais bon, il faut bien gagner sa vie, donc il n'y a pas de souci, c'était bien payé, on y va. Et j'ai créé une team professionnelle au bout d'un an parce que honnêtement, je m'ennuyais un peu avec les cours commerciaux. Et suite à ça, il y a eu des tests de sélection, donc il y a eu énormément de combattants qui sont venus, donc des gros noms du MMA français comme Morgan Charrière, il y a eu Ilyes Giroun qui est venu, que j'ai sélectionné d'ailleurs, Morgan aussi j'avais sélectionné, il y a comment il s'appelle, qui est venu Alioune. Je ne sais pas si tu connais Alioune, un grand combattant, hein, très très solide. Il y a eu, on a eu des féminines, mais elles sont venues après. Et donc, il y a eu Benoît Saint-Denis et je l'ai repéré, durant ces tests de sélection. Il m'a tapé à l'œil, quoi. Alors qu'il avait zéro combat, mais j'ai trouvé qu'il avait quelque chose, quoi. J'ai trouvé solide debout, j'ai trouvé solide
au sol, en lutte. J'ai dit, il a quelque chose. Voilà, quoi. J'ai commencé à. En fait, je l'avais pas sélectionné au début, mais je l'ai appelé quand même. Je l'ai rajouté à la sélection, parce qu'on devait prendre 4 combattants. Il y a eu Jorik, Alioune, Morgan et Alioune. Et après, j'ai pris, comment il s'appelle, Benoît, mais après, donc je l'ai appelé, je lui ai dit, il était à Bayonne encore, dans les forces spéciales. Je lui ai dit, écoute, dès que tu as fini dès que tu fini avec l'armée, ben, tu viens nous rejoindre, on te prend dans la team Venom. Donc vraiment, il a commencé le MMA professionnel avec moi, quoi. Aujourd'hui, on peut voir que ses débuts sont assez forts. On a vu son combat en welterweight qui a été extrêmement, si je peux me permettre, critiqué sur les réseaux. Ça a fait beaucoup couler d'encre. Pourquoi justement les gens ont été aussi durs avec Benoît et surtout aussi envers toi justement, je pense à quand beaucoup de gens ont dit que son coach aurait dû le faire abandonner, arrêter le combat. Ben, en fait, c'est un petit peu compréhensible. Les gens ne sont pas trop habitués à des combats un peu radicaux comme ça. Voilà, il faut savoir que quand on signe à l'UFC, voilà, faut aller jusqu'au bout. Et puis Benoît, il avait les capacités. Et les gens se sont focalisés juste sur ces 2 minutes. Mais en fait, jeter l'éponge, ça n'aura pas servi à grand-chose puisqu'il avait déjà pris la foudre. Donc, quand on voit le troisième round, il prend presque pas de coups et il revient. Et au contraire, il termine. C'est ça qui l'a fait. C'est ça qui l'a fait connaître, hein. C'est le fait de montrer sa résistance face à un sacré client qui était Élisée Dos Santos, hein, classé, je crois, 10e ou 12e d'une catégorie supérieure. Ah, les gens, enfin, il ne faut pas les empêcher de parler. De toute façon, moi, je suis droit dans mes bottes. Jamais j'aurais jeté l'éponge. De toute façon, j'y ai même pas pensé. Voilà, quoi. Je veux dire, il y a un arbitre qui est là. C'est lui. S'il fait pas son taf, c'est son problème, quoi. Justement, il va y avoir un changement de catégorie pour Benoît. À quoi on peut s'attendre pour la suite Alors, il faut savoir qu'il va changer de catégorie, mais c'est pas pour ça que ça va être plus facile. C'est pas, il va être dans son élément, les 70 kilos, mais il y a énormément de clients à 70 kilos. La catégorie 70 à l'UFC, c'est pas la catégorie poids lourd, quoi. Il y a énormément de personnes solides. Donc, ça va être que des guerres, hein. Quoi qu'il arrive, pas comme celle qu'il a fait, bien sûr, contre Élysée. Non, ça, je pense qu'un combat comme ça, il en ferait peut-être un de plus dans sa vie, peut-être. Et c'est même pas sûr. Mais ça va être relevé. En fait, il faut toujours être au taquet. Il faut sous-estimer personne. C'est-à-dire, comme j'explique à Benoît, même le gars où t'es le super favori et il faut t'entraîner comme si tu allais faire un championnat du monde. Parce que tu sais jamais comment le gars va arriver et avec quel esprit il va arriver dans la cage. On parlait du Brésil, maintenant de la catégorie des lightweight, là où va être Benoît. Qu'est-ce que tu penses du champion actuel de la catégorie des lightweight, Charles Oliveira? Alors, je le connais, Charles Oliveira, parce qu'il avait mis KO un ancien élève à moi au Brésil qui s'appelle Mehdi Bagdad. Il avait fait son premier combat contre Charles de Oliveira à Sao Paulo et il s'était fait KOT au premier round. Déjà, à l'époque, Charles de Oliveira, c'était quand même un super talent déjà. C'est pour vous dire, à l'époque, on en entendait parler, il avait même fait un combat dans des catégories supérieures, quoi, 3 combats en une nuit et il a tapé tout le monde. C'est pour vous dire. Donc déjà, le gars, très solide. Ça me fait énormément plaisir qu'il soit champion parce que c'est des jeunes qui viennent de quartiers populaires. Les favelas, c'est très difficile. Les conditions de vie sont difficiles et on voit, donc il vient de la Macaco Gold Team et on voit qu'il est persévérant et il mérite sa ceinture. Et c'est vrai qu'on voit un gars comme ça, à l'image de José Aldo, hein, quand on voit des gars comme ça réussir, eh ben, ça motive, hein. Ça veut dire que tout est possible, quoi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans le sport parce que tu as déjà justement remporté des ceintures avec des grands noms. Aujourd'hui, quels sont tes objectifs plutôt sur le court et long terme pour toi? En fait, moi, honnêtement, je vois la vie au jour le jour. En termes sportifs, moi, je suis réalisé, hein. Je suis le seul coach à avoir gagné 3 ceintures à l'UFC avec Anderson Silva. Et j'ai gagné 2 ceintures au Strikeforce. Ça, on n'en parle pas beaucoup. Le Strikeforce, c'était comme l'UFC, en fait. Donc, j'ai 5 ceintures
5 ceintures dans les organisations les plus grandes au monde. Moi, en fait, je prends du plaisir. C'est-à-dire, là dernièrement, j'étais avec Mathieu Leto, là, qui vient juste de combattre à l'YFC, le show d'Ibra. D'ailleurs, un show qui va faire parler de lui, où il a gagné au deuxième round et il vient de signer un contrat au Bellator. Voilà, quoi, je prends du plaisir, quoi. Donc, en fait, au jour le jour, je prends du plaisir avec mes petits combattants, comme Jorik aussi. Je sais pas si tu connais, Jorik, qui combat à l'Octagone, qui vient de signer un contrat super solide. Et Benoît Saint-Denis, quoi, tranquille, sans stresser. En fait, ce qui est important, c'est d'avoir toujours d'être passionné et prendre du plaisir dans ce que tu fais. Parce qu'à partir du moment que tu prends plus de plaisir, c'est bon de passer à autre chose. En termes de résultats, moi j'adore gagner, bien sûr, personne ne veut perdre. Mais voilà, je me donne pas des objectifs, hein. J'ai déjà, je suis déjà réalisé. J'ai aucune frustration par rapport à ça, en fait. Et toi, tu t'occupes uniquement de la partie striking ou, ou aussi un peu Non, de la prépa physique, de... Non, en fait, moi, je donne des cours de MMA. Ça, c'est assez important de l'expliquer. Je m'occupe pas que du striking. Je donne des cours de MMA. C'est-à-dire, dans mes cours, je mixe sans arrêt. C'est-à-dire qu'il y a du striking, il y a de la lutte, il y a du sol. Sur la technique pure de sol et de lutte, c'est pas ma spécialité. Donc, les élèves, ils vont faire du spécifique à côté. Mais quand ils sont entre mes mains pendant les cours, c'est du MMA. C'est-à-dire que vraiment, c'est tout adapté. On travaille les transitions, on travaille tout ce qui est vraiment attrait à l'MMA. Contre la cage, striking contre la cage, frappe au sol, la totale, quoi. Donc vraiment, il faut savoir parce que souvent, voilà, on me considère comme un striking coach. Mais ça fait 20 ans que je suis dans le MMA. Donc, j'ai été plus coach en MMA qu'en coach de striking. En fait, je suis un coach de MMA. Coach de MMA, ça ne veut pas dire connaître toutes les disciplines parfaitement. C'est pas ça. Être coach, c'est pas ça. Les gens se trompent. Je veux dire, on peut connaître tout parfaitement et pas savoir assembler ça ensemble, pas savoir mettre en place des séances qui tiennent la route pour faire justement progresser les combattants. On peut avoir toutes les connaissances techniques du monde, ça marche pas comme ça. Il faut savoir justement, il faut de l'expérience pour savoir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Et ça, il y a que le temps, il y a quelques temps qu'on le voit. Tout ce qui est prépa physique pure, hein, je parle. Je sais pas moi parce que je suis pas préparateur physique. Par contre, chose importante, la condition physique, elle se, on l'acquiert pendant les cours de MMA, contre la cage, contre un adversaire. On ne peut pas remplacer la préparation physique avec des appareils. On ne peut pas faire la même chose que ce qu'on fait face à un gars qui a des gants de MMA, ça n'a rien à voir. Il y en a qui vont vous dire le contraire, vont venir avec des théories incroyables. Mais moi, je vous le dis par expérience, en fait, la prépa physique, c'est bien pour prévenir surtout des lésions qu'on peut avoir au niveau du cou, au niveau du dos, au niveau des articulations, tout ça. C'est bien, il faut en faire, mais pas trop. Jamais trop. Ce qui est important, c'est s'entraîner en MMA, c'est ça. Faire vraiment suivre une direction et s'en tenir. Pas partir dans tous les sens, prépa physique à fond. Et ça, même un combattant très connu qui me parlait beaucoup de prépa physique, c'était Lyoto Machida. Parce que lui, à l'époque, il est passé par plein de préparateurs physiques et il m'a dit 95%, c'est laisse tomber, quoi. Tu peux les jeter à la poubelle, quoi, tu vois. Parce qu'en fait, voilà, quoi, c'est juste pour impressionner. Mais parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est le résultat dans la cage. C'est ça qui est important. Maintenant, personne n'a la science infuse, hein. Mais tout ce que je sais, c'est que moi, je sais de quoi je parle. J'ai énormément de victoires. Donc voilà, on voit ce qui marche et c'est tout, quoi. Justement, quel conseil tu pourrais donner à un coach qui se lance dans le MMA? S'il y avait un conseil que tu devais retenir. Il faut croire en soi, il faut croire en ce qu'on fait. Ça, c'est important. Il faut bien sûr prendre des informations à droite, à gauche, mais pas trop. Si vous avez trop d'informations, ça va vous polluer l'esprit. À l'image de la télé, si tu commences à regarder plein de chaînes de news, tu sais plus qui dit la vérité, qui dit. Eh ben c'est pareil. Il faut faire très attention à ça, même pour les combattants, parce qu'aujourd'hui il y a énormément de vidéos techniques. Faites attention, faites du basique.
répétez les basiques jusqu'à que ça soit vraiment des automatismes, que ça soit parfait. Cherchez pas à faire des trucs incroyables. Si tu arrives déjà à faire des trucs simples, c'est déjà l'essentiel. Et allez à l'essentiel. Allez à l'essentiel. Observez les combats et regardez ce qui marche. Regardez ce qui marche pendant les combats et vous allez savoir comment directionner votre entraînement. Allez pas écouter des gars qui vous montrent des techniques incroyables qu'on ne voit jamais pendant la. Où ça peut arriver, mais pas avec c'est des exceptions. Mais en général, voilà, il faut vraiment être simple dans ce que vous faites. De ta carrière de coach, quel a été le meilleur souvenir que tu as eu jusqu'à présent? S'il y a un moment dans lequel tu te Il rappelles? y en a deux. Il y en a deux. Il y en a un. C'est quand Dan Anderson a mis KO Fedor. Voilà, j'étais avec Dan Anderson quand il a mis KO Fedor. Je crois que c'était dans l'Ohio, je crois, hein. Ou je sais plus. Il l'a mis KO alors que c'était pas sa catégorie. Dan Anderson, il avait été obligé de boire de l'eau pour passer la catégorie poids lourd. Et il avait mis KO Fedor. Ça, c'était un truc incroyable. Ça reste gravé parce que Fedor, c'est Fedor. Et aussi la ceinture que j'ai gagnée avec la ceinture au Strikeforce que j'ai gagnée avec Tarek Safedine. Tarek Safedine, c'était un combattant belge. Ouais, Il a combattu contre Ned Marquardt au Strikeforce pour la ceinture. C'était le main event. Il faut savoir que ce soir-là, il y avait Daniel Cormier qui combattait. Il y avait tous les champions. Jacques Arret, il y avait Romero, il y avait et Luke Rockhold, parce qu'à l'époque, tous ces champions étaient au Strikeforce. Et Tarek Safedine combattait Ned Marquardt, qui a été champion de l'UFC. Hein. Il faut savoir que Ned Marquardt a été champion de l'UFC. Et contre toute attente, il a gagné la ceinture. Ça, c'était incroyable. Ça, c'était sur 5 rounds. Donc ça, c'est quand même un souvenir. Voilà, quoi. Qu'as-tu pensé de la légalisation du MMA en France et est-ce qu'elle a changé quelque chose justement à ta carrière de coach? Est-ce que tu as été plus sollicité par des combattants? Alors, pour être franc avec toi, la légalisation, ça n'a rien changé à ma vie. Rien du tout. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire combattre les Français en France. Ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal d'organisations sympas qui se mettent en place, donc c'est un peu plus facile. Maintenant, je les trouve un peu trop strictes. Je les trouve un peu trop rigides. C'est-à-dire que je trouve que la Fédé, elle manque un peu de souplesse et que c'est pas à l'image du MMA à la base. Parce que le MMA, à la base, c'est un sport ouvert. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est un sport ouvert déjà à toutes les disciplines. Donc déjà dans ta mentalité, tu dois être un petit peu plus ouvert. Je les trouve un peu trop stricts. Mais ouais, au niveau de la légalisation, voilà quoi, c'est par rapport à ça. Le reste, bah, c'est bien aussi peut-être pour les combattants amateurs qui veulent, parce qu'ils font des petits trucs sympas. Mais voilà quoi. Super. On arrive en fin d'interview. Chez After Fight, à chaque fin d'interview, il y a le five. C'est un petit quiz de 5 questions. Ok. Est-ce que tu es prêt, Dani? Vas-y, c'est parti. Alors, tu préfères entraîner un combattant à l'entraînement ou être en combat avec? La partie que tu Euh, préfères. le combat. Tu préfères voir ton combattant gagner par KO ou soumission? KO. Le coaching au Brésil ou en France? Au Brésil. iPhone ou Samsung? iPhone. Samsung, je n'ai jamais réussi à. C'est trop compliqué pour moi. Ok. Et dernière question, ton repas préféré après un combat avec ton combattant? Bah, burger, hein, classique. Hein. Burger avec frites et Coca-Cola. Hein. Super. Daniel, je te remercie vraiment de m'avoir accordé du temps, d'avoir répondu à mes questions. Si tu as un message à nous faire passer aux auditeurs d'After Fight, on te laisse le mot de la fin. Et encore merci vraiment parce que pour moi, tu es une légende vivante des sports de combat, vraiment. Donc, merci beaucoup. Bah, déjà, merci Kevin. Et voilà, les gars, je vous conseille de suivre After Fight. Hein, donner un peu de force à ce nouveau média. Ça fait toujours plaisir hein, de parler de soi. Donc déjà, merci pour l'invitation. Ce que je pourrais dire, merci aussi à tous les passionnés qui m'envoient des messages et qui me soutiennent.
Et voilà, quoi. Les gars, là, avec Benoît, on vise la ceinture du UFC, les gars. Préparez-vous, quoi. Donc, voilà, quoi. Et juste une chose, Benoît est prévu pour combattre ouais, le 14 mai. Sachez que son adversaire, le Mexicain Daniel, a refusé, hein. Donc là, pour l'instant, Ouais, Benoît est sans adversaire. on a eu Euh, Guillaume qui nous l'a dit. voilà, et il s'est défilé, donc voilà. Donc là, on est à la recherche d'un adversaire. Donc ça va le faire. Et en tout cas, merci à tous et bonne journée. Merci. Merci. Allez, ciao.